Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à l'équipe donc du Parc Galéa pour cette invitation à venir vous parler des Vikings. Alors, les Vikings. Les Vikings, tout le monde sait déjà ce que c'est. C'est un peuple, a dit Fabrice, on va revenir dessus, sur ce mot-là. C'est un peuple de farouches guerriers que l'on reconnaît à leur pilosité abondante, à leur grande barbe blonde et à leur casque à cornes. Ils naviguent sur des dracars, c'est bien connu. Ils naviguent sur des dracars. Alors en Normandie, où j'enseigne depuis quelques années, on les trouve par exemple sur les boîtes de camembert. C'est quelque chose d'assez courant. Et quand c'est pas un dracar sur une boîte de camembert, c'est un viking avec son casque. Ils sont, alors là c'est un jeu qui vient de sortir, qui a fait beaucoup de bruit. Ils sont farouches, féroces, plein de tatouages partout, et ils ont des grandes haches. Voilà cette image du viking, qui a été construite en gros depuis plus de 500 ans en réalité. Ça fait depuis le XIVe siècle à peu près, voire le XIIIe siècle, que cette image s'est peu à peu construite. Et c'est surtout au XIXe siècle qu'elle a pris forme, avec des déclinaisons récentes. Mais ça n'est pas de cela que je vais vous parler aujourd'hui, ou finalement très peu de cela. Je vais vous parler des marchands navigateurs guerriers scandinaves qui, entre le 8e et le 11e siècle, ont été actifs dans les mers du nord de l'Europe. Il y a quelques points communs avec ça, mais pas tant que cela, en réalité. On va le voir. Je vais le faire en posant 4 questions successives. 4 questions successives. La première, c'est comment connaît-on les Vikings ? Comment sait-on ce que l'on sait sur ces intrépides navigateurs des 8e, 11e siècles ? Ce sera un point qui sera relativement bref, mais je m'intéresserai aux sources. Voilà. Quels sont les documents ? Quel type de documentation a-t-on à notre disposition pour savoir quelque chose sur eux ? La deuxième question me prendra un petit peu plus de temps. Je développerai plus longuement cette question, savoir s'il s'agit de guerriers ou de marchands ou, et ça sera la réponse, un peu les deux. Dans un troisième point, je verrai jusqu'où ils sont allés, jusqu'à l'Amérique. Et du côté de l'Est, qu'en est-il ? Et puis, évidemment, je parlerai brièvement de leur éventuelle présence en Méditerranée. Et enfin, dans un quatrième point, je poserai la question de l'existence d'une diaspora viking. Y a-t-il, après tous ces voyages, après toutes ces navigations, quelque chose qui reste finalement de cette présence viking à travers l'ensemble de l'Europe du Nord, et peut-être un peu au-delà, dans les siècles qui suivent immédiatement l'époque viking. Mais d'abord, donc, comment connaît-on les Vikings ? Alors, les Vikings, ce sont des individus, pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin que ce terme, ce sont des individus qui viennent très majoritairement de la Scandinavie, c'est-à-dire la Norvège, la Suède et le Danemark actuel. Entre le 8e et le 11e siècle, un certain nombre d'habitants de ces régions, alors principalement le sud de la Scandinavie actuelle, la région
disons de Stockholm et au sud de Stockholm, la côte norvégienne, le Danemark. Des gens venus de ces régions-là ont navigué vers d'autres parties de l'Europe et un peu au-delà, entre le 8e et le 11e siècle. Comment le sait-on? On le sait grâce à, d'abord, des documents écrits, des sources écrites. Il y a en gros 3 grandes catégories de sources écrites qui nous permettent de le savoir. Il y a des sources écrites en langue norroise, c'est-à-dire dans la langue qui était parlée en Scandinavie à l'époque, le vieux norrois, et qui datent de l'époque viking. Il y a des sources de la même période, mais qui sont dans d'autres langues, qui viennent en particulier des régions que les Vikings ont fréquentées, où les Vikings se sont rendus, et évidemment, les populations de ces régions ont écrit sur l'arrivée des Vikings. Et puis, il y a des sources en langue scandinave, mais plus tardives. Des sources qui racontent l'histoire des Vikings a posteriori. Je vais les présenter les unes à la suite des autres, en commençant par, malheureusement, les moins nombreuses, les plus fragmentaires, les sources en langue norroise, les sources qui appartiennent au milieu d'origine des Vikings et qui datent de l'époque viking. Nous sommes très malheureux, nous autres historiens des Vikings, parce que nous aimerions en avoir beaucoup plus de ces sources-là. C'est toujours beaucoup plus intéressant pour connaître une population d'avoir des documents produits par cette population à la bonne période. Et nous en avons très très peu. En réalité, elles se réduisent à 2 catégories. D'abord des inscriptions sur pierre principalement, mais aussi dans une moindre mesure sur d'autres matériaux, de l'os, du bois. Des inscriptions qui sont faites avec un alphabet sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qu'on appelle les runes. Ce sont les inscriptions runiques. Alors, elles sont relativement nombreuses en Suède. On a 2500 à peu près en Suède. Par contre, vous le voyez, en Norvège et au Danemark, il y en a très peu. Et ce sont des inscriptions qui sont très brèves. Généralement, sur une pierre, il y a écrit « Un tel a fait ériger cette stèle en l'honneur de son père, un tel. » Voilà. Éventuellement, une petite prière derrière. C'est à peu près tout. C'est une documentation très fragmentaire et à partir du Xe siècle. Or, je vous l'ai dit, les Vikings, ça commence au 8e. Donc, pendant les 2 premiers siècles, on n'a pratiquement rien, et pendant les 2 derniers siècles, pratiquement toute la documentation est en Suède. Et puis, il y a de la poésie. La poésie qu'on appelle poésie skaldique et la poésie qu'on appelle poésie eddique. Ce sont des poèmes. Alors, la poésie skaldique, c'est des poèmes qui étaient composés par ces poètes qu'on appelait les skalds. Ce sont plutôt des poèmes en l'honneur des chefs, en l'honneur des rois, des princes. Et la poésie eddique, ce sont des poèmes mythologiques, principalement. Ce sont des poèmes qui sont transmis par des manuscrits beaucoup plus tardifs, comme le Codex Regius, qui est un manuscrit du XIIIe siècle, dans lequel on a copié au XIIIe siècle des poèmes qui avaient été composés bien auparavant, généralement composés au IXe, Xe, XIe siècle, pendant l'époque viking, et qui avaient été mémorisés, qui avaient été transmis oralement. Donc la confiance que l'on peut accorder à ce type de poème est, disons, sujette à caution, parce que ce sont des poèmes qui auraient été composés, mettons, autour de l'an 1000, mais qui sont connus par des manuscrits beaucoup plus tardifs. Et c'est tout. Voilà. Les Scandinaves, à l'époque viking, 8e, 11e siècle, n'ont laissé comme trace écrite que cela. Et donc, ils ne nous parlent quasiment jamais
des Vikings. Il ne nous parle jamais de leurs déplacements, de leur voyage vers l'étranger, de leurs rencontres avec d'autres peuples, etc. En revanche, les Scandinaves de l'époque ultérieure ont beaucoup écrit sur leurs ancêtres. Donc, les Scandinaves du XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècle, après la fin de l'époque viking, ont beaucoup écrit sur leurs ancêtres. En particulier les Danois, les Norvégiens et les Islandais. Beaucoup moins pour les Suédois. Il y a d'autres poèmes éddiques, d'autres poèmes mythologiques, disons, qui ont été composés. Il y a des vies de saints danois et norvégiens, comme la vie de Saint Knut de Danemark. Donc, c'est des textes chrétiens qui datent de l'époque où les Scandinaves s'étaient convertis au christianisme. On trouve des chroniques en latin, composées dans différentes régions où des Vikings ont vécu, ou bien des régions où des Vikings se sont implantés, en Normandie, au Danemark, en Norvège. Par exemple, vers l'an 1000, une des plus anciennes chroniques, j'y reviendrai, c'est la chronique d'un certain Dudon de Saint-Quentin, qui écrit en l'honneur d'un duc de Normandie, Richard II, il écrit une histoire des Normands. Et puis, Theodoricus Monachus, par exemple, qui écrit une histoire, c'est un moine norvégien, un prêtre danois, Saxo Grammaticus, qui écrit une histoire des Danois au début du XIIIe siècle. Ce sont des exemples, mais vous voyez, après 1100 à peu près, une fois qu'il n'y a plus de Vikings, la documentation devient beaucoup plus nombreuse. Et puis on a aussi les fameuses sagas islandaises dont vous avez peut-être entendu parler, avec en particulier un auteur particulièrement connu dans le petit monde des sagas, qui est Snorri Sturluson, au début du XIIIe siècle. Les Islandais ont écrit tout au long du XIIIe et du XIVe siècle un très grand nombre de sagas. Alors des sagas, ce sont des sortes de romans historiques qui racontent l'histoire des grands personnages d'autrefois. Les grands personnages d'autrefois, ça peut être des rois, des vikings célèbres, des évêques, des saints, etc. Et donc on a une documentation très nombreuse, mais documentation très nombreuse face à laquelle la prudence s'impose. Parce que ce sont des gens qui racontent ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs, à leurs ancêtres, 200, 300 ans auparavant, sans qu'il y ait eu de transmission écrite entre les deux. Donc, il y a une dimension, oui, je dirais presque de roman historique dans toutes ces sources. Puis, troisième type de documentation écrite, des sources qui émanent d'autres peuples que les Scandinaves et qui sont écrites donc dans d'autres langues, qui émanent de populations qui ont été en contact avec les Vikings. Alors, ce sont des textes qui sont écrits en latin par des auteurs francs, donc dans le royaume, dans l'Empire carolingien, par des auteurs anglo-saxons en Angleterre, par des auteurs irlandais dans toute cette Europe occidentale à l'époque, dans toute l'Europe chrétienne occidentale. Le latin est la principale langue de culture et c'est dans cette langue-là qu'on écrit la plus grande partie des œuvres. Donc on a par exemple des annales dans le monde franc. Ce sont une sorte un embryon de chronique, disons. Telle année, il s'est passé ceci, telle année, il s'est passé cela, etc. On a de l'hagiographie, c'est-à-dire des vies de saints. Par exemple, un texte particulièrement intéressant pour nous, qui est la vie de saint Anchère. Anchère est un archevêque de Hambourg au IXe siècle, donc Hambourg dans le nord de l'Allemagne, qui se rend en Scandinavie pour essayer de convertir au christianisme les populations scandinaves. On a l'histoire des archevêques de Hambourg, justement, au XIe siècle. Un auteur nommé Adam de Brême a écrit l'histoire de tous ces archevêques successifs qui ont eu une action
en direction de la Scandinavie. Hambourg étant dans le nord de l'Allemagne, c'était un petit peu la tête de pont pour essayer d'aller convertir la Scandinavie. On a des textes en grec. À Byzance, à Constantinople, on écrit des œuvres en langue grecque et, on va le voir, des Scandinaves sont arrivés dans cette région-là. Et par exemple, dans un traité écrit par l'empereur Constantin VII sur l'administration de l'Empire byzantin, on a des détails intéressants sur ces Scandinaves avec lesquels les Byzantins entrent en contact. On a l'œuvre des géographes et voyageurs arabes qui vont se promener sur les routes de l'Europe de l'Est et qui entrent là aussi en contact avec des Scandinaves. Donc, par exemple, Ibn Fadlan, qui vient de Bagdad, et Ibn Turtushi, qui vient de Tortosa, en Espagne. On a des textes en vieil anglais. En Angleterre, on écrit beaucoup en latin, mais on écrit aussi en vieil anglais. Donc, on a une chronique qu'on appelle la chronique anglo-saxonne, qui ressemble un peu aux annales franques. On a toutes les œuvres liées à un roi qui s'appelle Alfred, qui a vécu à la fin du IXe siècle et qui a fait composer un certain nombre de textes et qui lui-même a été régulièrement en contact avec des Vikings. On a des textes en vieil irlandais, donc des annales irlandaises, là encore, écrites non pas en latin cette fois-ci, mais en irlandais. On a des textes en slavon. Le slavon, c'est le vieux slave, une langue qui, disons, se fonde sur... c'est un peu compliqué, mais en gros, entre le bulgare et l'ukrainien actuel. Donc le récit des temps passés, par exemple, écrit au XIIe siècle, parle de l'arrivée des Scandinaves dans ce qui va devenir plus tard la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Ça, c'est les textes. Mais nous avons d'autres types de sources que les textes. Nous avons la toponymie, les noms de lieux. Dans plusieurs régions où des Scandinaves ont été présents, on trouve des noms de lieux qui sont d'origine scandinave. Si on prend par exemple la carte de l'Angleterre, on voit qu'il y a une concentration très forte de noms de lieux d'origine scandinave dans le nord et l'est de l'Angleterre, alors qu'il n'y en a pratiquement pas dans le sud et l'ouest de l'Angleterre. Ce sont des noms de lieux assez caractéristiques. Par exemple, tous les noms en BY en Angleterre, il y en a énormément, ce sont presque tous des noms d'origine scandinave. On a comme autre type de documentation la numismatique, les monnaies. Donc, on a plusieurs princes, rois, vikings qui ont fait frapper des monnaies. Ici, vous avez les monnaies d'un certain Anlaf, qui est un roi viking de la ville d'York, dans le nord de l'Angleterre. Et puis, bien sûr, on a l'archéologie. Alors là, c'est une source en perpétuel développement. On trouve beaucoup de documentation dans les archives du sol. Parmi les choses que l'on trouve grâce à l'archéologie, peut-être que les éléments les plus emblématiques, ce sont ces grands bateaux vikings qui ont été retrouvés principalement en Norvège et au Danemark, mais aussi parfois dans d'autres régions. Voilà pour mon premier point. C'était vraiment une présentation très rapide, mais pour que vous voyez sur quel type de document je m'appuie pour vous raconter tout ce qui va suivre. Alors, les Vikings, dans la perception commune, celle par exemple que l'on trouve dans les clubs de reconstitution qui sont assez nombreux, en particulier en Normandie, il y en a beaucoup, ce sont des guerriers. Mais quand on lit les travaux des historiens, on voit que leur activité n'est pas exclusivement guerrière et que, très souvent,
ce sont aussi des marchands. Alors, pour comprendre cette ambivalence du viking, il va falloir commencer déjà par répondre à la question toute bête, qu'est-ce que c'est qu'un viking? Alors pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui se passe pas très loin d'ici, en Méditerranée occidentale. On ne sait pas très bien où, quelque part entre les Baléares et la Sicile. On est vers 1120. Un roi norvégien qui s'appelle Sigurd le pèlerin de Jérusalem. Donc on est à l'époque des croisades. Hein. C'est un roi norvégien, chrétien. On est juste après l'époque viking. Hein. L'époque viking se termine autour de 1100. On est peu de temps après. La tradition de navigation viking est toujours très présente. Et ce roi, Sigurd le pèlerin de Jérusalem, se rend, comme son surnom l'indique, il se rend à Jérusalem en pèlerinage armé, c'est-à-dire en croisade. Il part en croisade, avec ses bateaux, avec sa flotte. Et sur son bateau, il embarque un skald, un poète, Halldor Skvaldri. Et Halldor Skvaldri a composé un poème qu'on appelle Útfarardraupa. Útfarardraupa, ça veut dire le poème sur le voyage au loin. Et dans ce poème, qui est un poème à la louange du roi Sigurd, il explique que le roi Sigurd, après avoir passé le détroit de Gibraltar, glorieusement, navigue en Méditerranée, et là, il rencontre face à lui, sa petite flotte fait face à des Faudurir vikingar, des horribles vikings. Ce sont des musulmans. Ce sont des sarrasins. Dans la langue de ce poète norvégien, des vikingar, ça veut dire des pirates, quelle que soit leur origine. C'est pour ça que, premièrement, c'est pour ça que je mets une minuscule systématiquement au mot viking. Les vikings, ce n'est pas un peuple. Les vikings, c'est un métier. C'est une activité. Donc, on peut être sarrasin et aux yeux de quelqu'un qui parle le norrois, on est un vikinger, puisqu'on est un pirate. On peut être scandinave, on peut être slave, on peut être je ne sais quoi. À partir du moment où on est sur un bateau et qu'on part pour aller attaquer d'autres bateaux et revenir riche, on est des vikingars. On est des vikings. Viking, c'est un nom commun. Ce n'est pas un nom propre dans la langue scandinave, dans le norrois de l'époque qui nous intéresse. Même si cet exemple est très légèrement plus tardif, il est, à mon avis, tout à fait emblématique de ce que signifiait à l'époque le mot viking. Un viking, c'est un pirate. Alors, d'où vient ce mot ? D'où vient ce mot ? Ce mot vient au départ d'un nom féminin. En vieux norrois, une viking, nom féminin, c'est une expédition qui est faite pour se procurer des richesses. At aufla sier fier, dit le vieux norrois, pour se procurer des richesses. Le but du viking, quelle que soit son origine géographique, ethnique, quel que soit le peuple auquel il appartient au départ, c'est de revenir riche au pays par tous les moyens, avec son bateau. Une expédition maritime, une expédition en bateau, dans le but de devenir riche. Cette expédition, ça s'appelle une viking. Et celui qui fait une viking, en vieux norrois, ça s'appelle un vikinger. Vikinger au
singulier, vikingar au pluriel. Voilà. C'est tout simple, hein. Alors c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur cette histoire de majuscules, de minuscules. C'est pas seulement une coquetterie, j'écris systématiquement, je suis pas le seul, hein, beaucoup d'autres historiens maintenant le font, j'écris systématiquement le mot viking avec une minuscule pour bien indiquer que c'est pas un nom propre, c'est pas le nom d'un peuple, c'est une activité. Et c'est des gens qui se prêtent à cette activité, qui pratiquent cette activité. Alors, bien sûr, nous, on a pris l'habitude d'utiliser le mot viking pour désigner non pas les pirates sarrasins, mais pour désigner les pirates d'origine scandinave. On est bien d'accord. On a pris cette habitude-là parce qu'on utilise ce mot comme des historiens. Hein. Voilà. Mais à l'époque, le mot viking dans la langue des vikings ne voulait pas dire un scandinave, voulait simplement dire un pirate. D'ailleurs, parmi les termes latins qui sont utilisés pour les désigner, l'un des plus courants, c'est piratae, les pirates. Parmi les mots vieil anglais qui sont très souvent utilisés pour les désigner, c'est shaveman, l'homme des bateaux, witching, qui est l'équivalent en vieil anglais de vikinger, flotta, ship flotta, voilà, la flotte, l'homme de la flotte. Hein, on insiste sur leur activité maritime. Ce sont des marins. Vous voyez, ce sont des mots qui sont tous des noms communs. Hein. Dans la plupart des textes, on utilise ces noms communs pour les désigner. Les pirates arrivent, les hommes de la flotte, les hommes des bateaux. Alors, finalement, aujourd'hui, je vous ai donné les termes qui étaient utilisés à l'époque viking. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on utilise le mot viking ? On pourrait l'utiliser d'abord simplement dans son sens étymologique. Moi, je trouve que ce n'est pas si intéressant que ça. On n'est pas tout à fait sûr de l'étymologie. Il y a des débats autour de ça, mais l'étymologie la plus probable, ça viendrait de Vik, qui veut dire la baie, le golfe. Les hommes, voilà. Ça insiste sur leur activité maritime. Ce n'est pas particulièrement intéressant. On peut l'utiliser dans le sens strict que le mot avait au Moyen-Âge. Le mot vikinger, un viking, quelqu'un qui fait une expédition de ce type, était plutôt péjoratif au Moyen-Âge. Quand on regarde les textes, jamais personne ne dit « moi, je suis un viking ». C'est toujours les autres qui sont des vikings, c'est toujours les autres qui sont des pirates. Le mot viking, le mot féminin, faire une expédition viking, était plutôt neutre en revanche. Les gens disent « j'ai fait une viking ». Ils ne disent pas « je suis un viking », mais à la rigueur, ils acceptent de dire « j'ai fait une viking ». Sur les stèles runiques, par exemple, on écrit « un tel a érigé cette pierre en l'honneur de son père, qui a fait plusieurs vikings ». C'est positif. Aujourd'hui, et depuis le 19e siècle, on l'utilise principalement dans deux sens. Soit on réserve le mot seulement aux pirates scandinaves, à ces Scandinaves qui sont partis en expédition, qui sont allés faire une viking. C'est dans ce sens-là que je vais employer ce mot aujourd'hui, et dans ce sens-là seulement. Et puis, certains utilisent ce mot pour tous les Scandinaves de la période 8e, 11e siècle. Je préfère faire une différence finalement entre les Vikings et les Scandinaves. Parmi les Scandinaves, il y en a beaucoup qui ne sont jamais devenus Vikings. Il y en a beaucoup qui sont restés à la ferme, qui sont restés chez eux, tranquillement, et qui ne sont pas allés chercher la fortune ailleurs. Moi, je n'utiliserai le mot Viking que pour parler des Scandinaves qui sont partis, qui sont allés chercher la fortune ailleurs. Alors, ils sont allés ailleurs, mais ils sont allés un petit peu partout, j'y reviendrai dans la troisième partie. Ils sont allés partout, mais principalement tout de même dans les régions qui sont situées à l'ouest et à l'est de la Scandinavie,
à l'ouest et à l'est de l'ensemble Norvège, Suède, Danemark, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Baltique ou de l'autre côté de la mer du Nord, c'est-à-dire vers ce qui est aujourd'hui la Russie et l'Ukraine, ou bien vers les îles britanniques, la Grande-Bretagne, l'Irlande, et puis les côtes atlantiques de la France. France, Belgique, Pays-Bas. Voilà. Alors quand on fait une viking, on part avec un bateau, avec des hommes, et qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est de revenir riche. Comment s'enrichir? La manière la plus simple, la plus pacifique, la moins risquée de s'enrichir, et c'est la première, c'est la plus importante, c'est le commerce. C'est-à-dire qu'il faut sauter de l'esprit l'idée que les Vikings sont d'abord des guerriers. Les Vikings sont aussi des guerriers, mais ils sont probablement d'abord des commerçants. Le but, c'est de revenir riche et vivant. Pour revenir riche et vivant, la manière la plus simple, c'est de faire du commerce. Alors, on peut faire d'autres choses si l'occasion se présente. Mais la première chose, c'est le commerce. Alors, de quoi peut-on faire le commerce quand on vient de la Scandinavie de l'époque? La Scandinavie de l'époque, c'est pas l'Europe du Nord d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Europe du Nord a l'image de la richesse, de la prospérité, etc. Il faut bien comprendre que la Scandinavie de l'époque, c'est une terre pauvre. L'agriculture existe, bien sûr, ce sont des agriculteurs et des éleveurs, mais le sol n'est quand même pas d'une fertilité extrême. Le grenier à blé de l'époque, c'est plus l'Égypte que le Danemark. Mais il y a quand même des produits que l'on peut récupérer dans les régions du Nord et que l'on peut aller vendre plus au sud. Le produit le plus emblématique, c'est la fourrure. Fourrure de martre, d'hermine, de renard, enfin de très nombreux animaux, d'animaux du Nord à fourrure. Il y a une forte demande dans toute l'Europe pour de la fourrure. Il y a d'autres produits, il y a les plumes, les plumes de canard eider pour faire du duvet. Il y a l'ivoire de morse, à une époque où l'ivoire d'éléphant a du mal à arriver en Europe pour diverses raisons. On a, entre le Xe et le XIIe siècle, une période de forte demande d'ivoire de morse. Et on voit effectivement plusieurs objets qui sont fabriqués en ivoire de morse à cette période. Donc, des produits du Nord que on peut augmenter par des produits que l'on s'est procurés dans le Nord, qui viennent d'ailleurs, mais que l'on s'est procurés sur les marchés du Nord de l'Europe et que l'on va vendre ailleurs en Europe. Par exemple, des monnaies d'argent venues du monde arabe, avec lesquelles on va acheter des produits en Europe occidentale. Il y a une très grande quantité de monnaies d'argent d'origine arabe, de la région de Bagdad ou de la région de l'Ouzbékistan actuel, que l'on a retrouvées dans toute la Scandinavie et au-delà, à tel point qu'un auteur a même écrit, et c'est vrai, que la phrase que l'on trouve le plus souvent écrite dans les fouilles de l'époque viking en Scandinavie, c'est « Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son prophète ». Parce que c'est écrit sur les monnaies arabes. C'est un monde connecté. Les épées franques aussi. Alors les épées franques, elles sont très réputées. Les pouvoirs francs, les empereurs Charlemagne et Louis le Pieux ont édicté des interdictions. Normalement, on n'a pas le droit de les vendre, on n'a pas le droit de les exporter, mais il y a une contrebande très importante, elles ont une grande réputation. Et donc, ces épées franques, on les achète et on va éventuellement les vendre plus à l'est ou dans les îles britanniques. Donc voilà, un échange généralisé de produits très divers, venus du nord ou venus de plus au sud. Autre activité,
la piraterie et le pillage. D'abord, une piraterie et un pillage opportunistes. C'est-à-dire que si on arrive à un endroit et que les gens sont sans défense et riches, plutôt que de leur vendre quelque chose, on le leur prend. Un historien, Stephen Lewis, qui vient de soutenir une thèse, a expliqué, il a démontré que l'abbaye de Noirmoutier, donc au sud de Nantes, dans les marais salants, à la limite de la Loire-Atlantique et de la Vendée, a fait l'objet, entre la fin du 8e et le début du 9e siècle, de plusieurs expéditions vikings. Les Vikings revenaient tous les ans. Donc ils avaient pillé l'abbaye une fois, deux fois. Qu'est-ce qu'ils revenaient chercher tous les ans? Et ils venaient probablement chercher du sel. C'est-à-dire qu'ils remplissaient leur bateau de sel et ils repartaient avec du sel. Alors le sel, ils n'allaient pas le rapporter entièrement en Scandinavie. Ils traversaient la Manche, ils allaient en Angleterre, ils allaient vendre le sel sur un marché anglais. Donc vous voyez, la piraterie et le pillage est inséparable du commerce. Quand on a réussi par le pillage à s'emparer de grandes quantités de biens dont on ne sait pas quoi faire, le plus simple, c'est d'aller les vendre pour revenir riche. Parce que si vous revenez avec 2 tonnes de sel, c'est finalement pas beaucoup plus intéressant. Il vaut mieux revenir avec de l'argent ou avec d'autres produits. Je ne les ai pas tous mentionnés jusqu'ici, on va continuer. Alors, il y a les animaux. On peut s'emparer des animaux, par exemple les chevaux. Ça, c'est très souvent dans les sources franques ou anglo-saxonnes. On nous dit les pirates, les païens se sont emparés des chevaux. Ils ont pris des chevaux. Mais c'est pas seulement les chevaux, hein. Ça peut être du bétail, ça peut être des moutons, des vaches, etc. Et puis les humains. Alors là, c'est véritablement une des activités très importantes des Vikings, c'est la traite esclavagiste. Inséparable du commerce, donc là encore. Une expédition viking typique peut par exemple aller sur les côtes du Pays de Galles, faire une razzia, récupérer des jeunes hommes et des jeunes femmes en bonne santé et aller les vendre à l'embouchure du Rhin, par exemple, dans la région de l'actuelle Rotterdam, où il y avait un marché très important, le marché de Dorestad. Les Vikings et les Francs se prêtent à une très grande échelle à la traite esclavagiste, du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe. Les régions qui sont demandeuses, c'est le monde musulman et le monde byzantin. Il y a une forte demande d'esclaves. Et ce sont des esclaves qui viennent plutôt du nord, de la moitié nord de l'Europe. En grande partie, le monde slave et les îles britanniques. Piller, faire de la piraterie, c'est bien. Mais ce qui est parfois encore plus intéressant, c'est d'obtenir ce que l'on obtient par le pillage sans se battre. Simplement par la menace. Donc, en faisant de l'extorsion, on pense par exemple que le sel de Noirmoutier, ils ne se sont pas battus pour l'avoir. Ils arrivent avec leur bateau, ils disent « Donnez-nous votre sel, sinon on vous tape dessus ». C'est une bonne manière de s'enrichir, ça marche bien, tous les ans, jusqu'à ce que le comte local, c'est-à-dire le représentant du roi carolingien, réagisse. Mais ça, c'est une autre histoire. La rançon, ça c'est très bien ça. Si vous capturez un personnage important, c'est idiot de le vendre comme esclave. Il ne vaut rien. Si c'est l'abbé de Saint-Denis, Louis, cousin germain du roi Charles le Chauve, vous n'allez pas le vendre comme esclave. Vous allez le rendre à son cousin Charles le Chauve en échange d'une très forte rançon. 688 livres d'or et 3250 livres d'argent. C'est énorme. C'est une quantité gigantesque. Une livre d'argent, c'est 240 pièces de monnaie. Donc, 3250 livres d'argent fois 240, je vous laisse faire le calcul.
Mais parfois, on peut faire de l'extorsion, de la rançon pour beaucoup moins. Une petite histoire que j'aime bien, ça se passe dans la région de Porto, au Portugal, dans le nord du Portugal, en 1026. Une bande de Vikings débarque et ils enlèvent la fille d'un paysan qui s'appelle Métilli. Et ce paysan rachète sa fille pour une épée, une chemise, 3 écharpes, une vache et 3 muids de sel. Donc un muid, c'est un tonneau de sel. Évidemment, c'est moins que les 688 livres d'or et 3250 livres d'argent de l'abbé de Saint-Denis, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, et Métilli récupère sa fille de cette manière-là. Alors évidemment, Métilli n'était pas très riche, donc il a dû emprunter tout cela à l'abbaye voisine, et 20 ans plus tard, il était très endetté à cause de tout cela, et donc il a dû céder ses terres à l'abbaye. Et c'est grâce à ça qu'on a conservé la trace de cette transaction, parce que 20 ans plus tard, il cède ses terres à l'abbaye, un contrat est établi, un contrat de cession, et donc Métilli, dans ce contrat de cession, rappelle, les moines, c'est plutôt les moines qui écrivent le contrat en question, rappellent les circonstances dans lesquelles Métilli s'était endetté auprès d'eux. Mais entre-temps, ce sont des Vikings anonymes qui sont repartis avec une épée, une chemise, 3 écharpes, une vache et 3 muids de sel. On ne sait pas évidemment ce qu'ils en ont fait. Et là, Métilli, il a récupéré sa fille. A priori, il a récupéré sa fille. Voilà. Je n'entrerai pas dans... parfois, c'est un tribut payé par un royaume entier. En 1012, le roi Athelred II, donc qui est roi des Anglais, paye un tribut de 48 000 livres d'argent. Alors, si on fait le calcul, ça fait à peu près 18 000 kilogrammes d'argent pour que les Vikings s'en aillent. Pour qu'une très grande flotte, alors c'est une flotte immense, une flotte de plusieurs centaines de navires probablement, pour qu'ils s'en aillent. Voilà comment on s'enrichit quand on est un Viking. On s'enrichit aussi en faisant du mercenariat, en s'alliant avec des princes, avec des rois. Dans les années 840, par exemple, plusieurs Vikings sont entrés au service de l'empereur Lothaire Ier. En 1012, après avoir reçu cette énorme Danegeld, Danegeld, ça veut dire l'argent des Danois, littéralement, payé par Athelred II, c'est un tribut. Dans le contrat, il y avait probablement l'engagement du chef des Vikings en question, avec ses bateaux, au service du roi en question, au service du roi Athelred. Les empereurs byzantins, tout au long du XIe siècle, ont eu une garde varangienne. Ce sont des Vikings au service des empereurs byzantins. Et puis, on peut essayer de conquérir ou d'obtenir une terre, des territoires que l'on va distribuer à ses fidèles, et cette fois-ci, non pas revenir riche au pays, mais s'installer ailleurs et être riche ailleurs. Alors, voilà quelques exemples d'installations. Dans les années 840, un chef nommé Rorik s'est installé en Frise, c'est-à-dire dans les Pays-Bas actuels. Le royaume d'York a été fondé dans les années 870. Je ne rentre pas dans les détails. L'un des épisodes les plus célèbres, c'est l'installation du viking Rollon en Normandie, dans la région de Rouen, en 911, qui a donné par la suite naissance au duché de Normandie. Alors, pourquoi ce phénomène a-t-il eu lieu? Pourquoi sont-ils partis si nombreux depuis la même région à cette époque-là? Parce que finalement, la Scandinavie a toujours été pauvre, les autres régions ont toujours été plus riches que la Scandinavie. Qu'est-ce qui fait que pendant cette époque-là, il y a eu beaucoup d'expéditions? Alors pendant longtemps, on a donné des explications diverses et variées. On a parlé du réchauffement climatique qui faisait monter
le niveau de la mer. C'est vrai qu'il y a un réchauffement à cette époque, à partir du 8e, 9e siècle, mais l'archéologie du paysage a montré que cette hypothèse n'est pas crédible. On a parlé de la surpopulation. Dans les textes latins, la Scandinavie est désignée comme vagina gentium, la matrice des peuples, le lieu d'où les peuples sortent. Là aussi, c'est assez peu probable qu'il y ait une surpopulation telle qu'il faille que toute la population sorte de la Scandinavie. C'est très peu probable. On a donné des explications idéologiques. Dans les textes de l'époque, déjà, on parle de la haine du christianisme de la part de ces vikings. C'est là encore assez peu probable, on en reparlera. On a donné des explications un peu essentialistes, c'est-à-dire que les hommes du Nord seraient naturellement, à cause du climat, en particulier à cause du climat froid, ils seraient féroces, ils seraient combatifs, et donc ils partiraient. Là encore, ça ne marche pas très bien parce qu'il y a beaucoup d'autres populations conquérantes qui ne viennent pas des climats froids. Donc. Et puis pourquoi à ce moment-là, ils se mettraient à partir alors que 100 ans avant? Dans les textes médiévaux, l'explication la plus courante, c'est le châtiment divin. Les chrétiens ont péché, ils n'ont pas obéi à Dieu, et donc Dieu les punit en envoyant les Vikings. Toutes ces explications ne sont pas satisfaisantes pour un historien aujourd'hui. Les explications qui sont apportées aujourd'hui sont de deux ordres. Des explications internes, propres à la société scandinave, et des explications externes, des explications qui sont dans les régions où les Vikings sont partis. Alors, parmi les explications propres aux sociétés scandinaves, il y a, je vous l'ai dit, la pauvreté de la Scandinavie. La richesse est ailleurs. Il faut sortir de Scandinavie pour s'enrichir. Il y a, à cette époque-là, une pression compétitive entre les dirigeants politiques. La Scandinavie est faite de tout petits royaumes, toutes petites principautés qui sont en concurrence les unes avec les autres et où le pouvoir est très instable. Et donc, pour pouvoir rester au pouvoir, il faut engager des hommes, il faut avoir une troupe armée autour de soi, et ces hommes-là, il faut les fidéliser. Il faut récompenser les hommes en leur offrant des biens, en leur offrant du vin, en leur offrant des vêtements, en leur offrant des chevaux, des armes, des esclaves, des femmes éventuellement, oui, des esclaves des deux sexes, effectivement. Et donc, il y a une sorte de, comment dire, de cercle vicieux qui se met en place. C'est-à-dire que pour récompenser ces hommes, il faut acquérir des richesses, mais le pays est pauvre. Donc, pour acquérir des richesses, il faut sortir du pays pour aller les chercher. Pour aller les chercher de manière efficace, il faut engager plus d'hommes. Et pour engager plus d'hommes, il faut des richesses, etc., etc. Vous voyez le fonctionnement. Et en particulier, ça s'est d'abord passé dans des régions un peu à l'écart des grands courants commerciaux. Des régions qui n'étaient pas, par exemple, le sud du Danemark, c'est très commercial, il y a des places de commerce dès le 7e siècle qui sont importantes. Mais dans des régions plus au nord, comme le Hordaland, sur les côtes ouest de la Norvège, où on n'a pas vraiment d'autres moyens de s'enrichir, alors là, on part en expédition viking un peu plus violente. Du côté des pays où les Vikings vers lesquels les Vikings se sont déplacés, il faut voir qu'on a un important influx de richesses venues d'Orient à cette époque, de l'Orient musulman, en particulier, je vous l'ai dit, d'argent. Il y a de l'argent qui arrive, de l'argent monnayé, qui fluidifie le commerce, qui fluidifie les échanges et qui fait qu'on a des moyens de paiement de plus en plus nombreux, ce qui permet d'en faire plus, d'en faire toujours plus. Les routes commerciales existaient déjà, c'est-à-dire que les Vikings ont d'abord été des commerçants. Ils connaissaient les routes commerciales, ils connaissaient les pays qu'ils attaquaient. C'est-à-dire quand ils ont capturé la baie de Louis de Saint-Denis,
Ils savaient parfaitement qui c'était. Et s'ils l'ont rendu contre rançon, c'est parce qu'ils étaient au courant du fonctionnement de la société franque qu'ils attaquaient. Et s'ils étaient au courant, c'est parce qu'ils commerçaient avec cette société depuis très longtemps. Dans ces sociétés d'Europe occidentale, il y avait des lieux qui étaient peu défendus. Il s'agissait, et des lieux riches, il s'agissait principalement des ports de commerce, comme le port de Quintovic, par exemple, au sud de Boulogne-sur-Mer, où même Londres était très mal défendu, et puis les monastères. Donc, que ce soit les ports de commerce ou les monastères, il y avait des lieux riches à attaquer et sans défense. Donc, il y a une sorte d'opportunisme des Vikings. Et puis, ils ont aussi profité des divisions politiques au sein des régions qu'ils attaquaient. C'est-à-dire qu'à partir des années 830-840, il y a des guerres civiles à l'intérieur du royaume des Francs, entre les fils de Louis le Pieux. Entre les petits royaumes britanniques et les petits royaumes irlandais, il y a aussi des divisions. Et donc, ils s'insèrent dans ces divisions, par exemple, pour faire du mercenariat. Et tout cela explique l'emballement progressif du phénomène. C'est-à-dire qu'au début, ce sont des petits coups de main, à partir de la fin du 8e siècle. Et puis, à partir des années 840-850, ça devient de plus en plus important, de plus en plus massif. Alors, les premiers raids sur l'Occident sont assez modestes. L'un des plus connus, c'est le sac sur l'abbaye de Lindisfarne, dans le nord-est de l'Angleterre. Les Vikings ont pillé l'abbaye et emmené les moines les plus valides en esclavage. On les voit ensuite apparaître en Irlande à partir de 794, puis dans l'Empire franc, à Noirmoutier, en 799. Alors, ce sont les premières traces écrites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'expédition avant, hein, mais on n'en a pas gardé la trace. Alcuin, un diacre proche de Charlemagne, écrivait, après le sac de Lindisfarne, cette lettre qui montre le coup de tonnerre qu'a été dans cet Occident qui n'avait pas l'habitude que ces gens-là, qui commerçaient, qu'on connaissait bien, qui n'avaient pas l'habitude de les voir attaquer, hein, de voir cette destruction de l'abbaye de Lindisfarne. Alors, avec quoi faisait-il tout cela ? Pas avec des dracars. Le terme n'apparaît jamais dans les textes de l'époque. C'est un mot qui n'existe pas en langue norroise. En fait, c'est une invention du 19e siècle. Le mot qui existe dans les textes médiévaux, c'est dreki, qui veut dire dragon. Au pluriel, ça fait drekar. Et au 19e siècle, on en a fait dracar. Donc, on a ici une invention. On a mis 2 cas pour que ça fasse bien barbare. Et ça n'a absolument aucune justification linguistique. Donc, dites simplement navire viking, bateau viking, et ça ira très bien. Comment ces bateaux sont-ils construits ? Ils sont tout à fait performants. Hein. C'est ce qu'on appelle la construction à clin, c'est-à-dire que les planches de bordée se chevauchent. C'est assez performant. Ce sont des navires avec un faible tirant d'eau, donc ils s'enfoncent peu dans l'eau. Ils peuvent donc naviguer en mer et aussi remonter les fleuves. L'un des plus connus, c'est le navire d'Oseberg, qui a été découvert en Norvège au XIXe siècle, qui était un peu gros et qui, a priori, ne naviguait pas si bien que ça. C'est peut-être un bateau qui était une sorte de bateau de plaisance pour naviguer sur le fjord, mais pas beaucoup plus loin. Par contre, le bateau de Gokstad, qui est un peu plus tardif, fin du IXe siècle, découvert lui aussi au XIXe siècle, lui était un bateau qui tenait beaucoup mieux la mer. Il y a un site archéologique qui s'appelle Skuldelv au Danemark,
qui est particulièrement intéressant pour nous parce qu'on y a retrouvé 4 bateaux qui sont de types différents, qui montraient que, alors c'est des bateaux un peu plus tardifs, des bateaux du XIe siècle. Ils se sont retrouvés là parce que pour empêcher des ennemis d'approcher de la ville de Roskilde, qui était la capitale du Danemark à cette époque-là, on a voulu resserrer un petit peu la passe et on a coulé des navires à cet endroit-là pour que les bateaux qui arrivent soient obligés de passer par un chenal assez resserré. On a coulé 4 bateaux, numérotés 1, 2, 3 et 5, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le numéro 2 et le numéro 4, c'était le même. Au début, on avait donné 2 numéros, mais ils étaient tellement grands qu'on n'avait pas compris que c'était le même bateau. On s'en est rendu compte ensuite. Et ils sont intéressants parce qu'ils servaient à des usages assez différents. On voit que les charpentiers de marine scandinaves savaient adapter leur construction à des usages divers. Alors, par exemple, le bateau numéro 5, c'est-à-dire celui qui est en haut de la diapo, c'est ce qu'on appelle une snekkja. C'est un petit navire de guerre très rapide, très effilé, qui se déplaçait très rapidement. Celui qui est immédiatement en dessous, donc celui-ci, c'est ce qu'on appelle un kneur. C'est un navire plus ventru qui servait pour transporter des marchandises et avec lequel on pouvait aller loin en mer. Celui juste en bas, c'est ce qu'on appelle une skuta. C'est un tout petit navire de cabotage pour une sorte de barque, une barque avec une rame, pour naviguer le long des côtes. Et puis, ce très grand navire, numéro 2, numéro 4, c'est ce qu'on appelle un langskip, donc littéralement un long navire. Il pouvait y avoir 80 à 100 hommes à bord, tous rameurs. D'ailleurs, ce langskip de School d'élèves a été reconstruit par l'archéologie expérimentale. C'est The Sea Stallion of Glendalough qui a fait le voyage entre Roskilde et Dublin et retour. Parce que quand on a étudié le bois de ce bateau, on s'est rendu compte que le bois avait été abattu en Irlande. C'est un bateau qui a été construit en Irlande par des Scandinaves. Un mot très rapide sur la violence des Vikings. Je vois que l'heure avance, je parle trop lentement. La violence des Vikings, qu'en dire? Alors évidemment, ils ont cette réputation d'être très violents, d'être des guerriers particulièrement brutaux. Et c'est vrai, quand on lit les textes occidentaux qui évoquent les Vikings, voilà un texte anglais, l'histoire des rois des Anglais de Byrhtferth de Ramsay, un peu avant l'an 1000. Alors, voilà, de terribles prodiges effrayèrent la nation des Anglais. Alors d'abord, il y a des signes dans le ciel, une famine, etc. Et les païens, venus des régions du Nord-Est, vinrent avec une flotte jusqu'à l'île de Bretagne, jusqu'à la Grande-Bretagne, comme des frelons, comme des loups inquiétants. Ils se répandent de tous côtés, ils déchirent, ils massacrent, non seulement les animaux, mais les prêtres, les diacres, des multitudes de moines et de religieuses. Ils viennent à l'église de Lindisfarne. Donc c'est le récit vers l'an 1000 de ce fameux sac de Lindisfarne en 793. Ils souillèrent les lieux saints, ils tuèrent tout le monde. Enfin, ils sont abominables dans les textes occidentaux. Voilà un autre épisode célèbre. Ils auraient pris le roi Edmond, un roi d'un petit royaume anglo-saxon au nord-est de Londres, et ils l'auraient sauvagement massacré vers 869. Il y a un épisode particulièrement célèbre, il y a un acte violent particulièrement célèbre qu'on appelle l'aigle de sang. Vous avez peut-être entendu parler de cette torture. Les Vikings se seraient prêtés à cette torture absolument abominable qui consiste à arracher les côtes de l'arrière d'un individu et de lui sortir les poumons pour que ça donne l'impression d'un aigle.
Alors, voilà ce que dit un texte islandais du XIVe siècle. J'insiste sur la date, c'est quand même très tardif. Le roi Ella de Northumbrie fut fait prisonnier. Ivar et ses frères, donc des chefs vikings, se souvinrent de la manière dont leur père avait été torturé dans la fosse aux serpents, parce que ce roi Ella avait jeté leur père Ragnar dans la fosse aux serpents. C'est une légende. Ils firent tailler un aigle dans le dos d'Ella, puis séparer toutes les côtes de l'échine avec une épée, de façon à lui arracher par là les poumons. Abominable, horrible. Bon, texte du XIVe siècle. Texte légendaire du XIVe siècle. C'est un roman historique, une saga islandaise du XIVe siècle. D'où vient cette histoire? Alors, c'est une philologue américaine, Roberta Frank, qui a décodé cette histoire. Cette histoire, elle vient d'un vieux poème qui datait probablement des environs de l'an 1000, poème d'un certain Sigvat Þórðarson. Alors voilà le texte en vieux norrois. Ici, Ok eltlebak atliet hinsat Ivar ara Jorvik skorit. Littéralement, et le dos d'Ella fit celui qui siégeait Ivar à l'aigle à Jorvik coupé. Je traduis littéralement. On peut traduire ça de deux manières. Régis Boyer, le grand spécialiste des Vikings en France, décédé récemment, avait traduit à la manière de l'auteur du XIVe siècle. À Jorvik siégeait Ivar, qui fit découper un aigle dans le dos d'Ella. Donc il y avait ce vieux poème qui survivait, qui racontait quelque chose qu'on pouvait comprendre de la manière suivante. À Jorvik siégeait Ivar qui fit découper un aigle dans le dos d'Ella. Et l'auteur du XIVe siècle a raconté toute une histoire pour expliquer d'où venait ce poème. Mais Roberta Frank montre qu'on peut traduire le poème autrement. À Jorvik siégeait Ivar qui fit en sorte que l'aigle taille dans le dos d'Ella. Ce même texte, on peut le traduire de deux manières différentes. La poésie skaldique est redoutablement difficile et il y a toujours des traductions alternatives qui sont possibles. À Jorvik siégeait Ivar, un chef viking, qui a tué Ella et l'a laissée sur le champ de bataille, de manière à ce que les oiseaux de proie se repaissent de son cadavre. C'est beaucoup plus logique. Il n'y a pas besoin de torture abominable. Et puis, les Vikings ne sont pas les seuls à être violents à l'époque. Les Francs ne sont pas en reste. Voilà un épisode célèbre pendant lequel Charlemagne, donc à la fin du 8e siècle, a fait mettre à mort en un jour 4500 Saxons. Et on a retrouvé récemment dans le Dorset Ridgeway, c'est dans le sud de l'Angleterre, un charnier. Vous voyez, les têtes sont là, les corps sont là. Une cinquantaine de jeunes hommes qui avaient été décapités, donc. Quand on a fait des analyses isotopiques sur leurs ossements, on s'est rendu compte qu'ils venaient tous de la région de la mer Baltique. C'était probablement une bande de Vikings qui s'est fait coincer par l'armée royale anglaise et ils sont restés là. Un épisode aussi assez terrible. La chronique anglo-saxonne nous dit qu'en 1002, le roi Ethelred II a ordonné de faire tuer tous les Danois qui étaient dans son royaume. Alors, il n'y a pas eu de génocide, dans le sens où de toute façon, les États, entre guillemets, des environs de l'an 1000 n'avaient pas les moyens de perpétrer ce type d'atrocité. Mais on sait, par un diplôme du même roi, qu'à Oxford, dans une église qui s'appelle l'église Saint-Frideswyde, des Danois qui avaient des Danois chrétiens, convertis au christianisme, qui avaient essayé de se réfugier dans l'église, ont été poursuivis par la population qui les a brûlés dans l'église. Donc les Vikings n'étaient pas plus horribles et plus violents que les autres, ils étaient horribles et violents
quand ils se battaient. Parce que malheureusement, l'être humain est ainsi fait que il lui arrive de tuer son semblable. Troisième partie. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Jusqu'où sont-ils allés? Je vais partir de 3 objets qui ont été retrouvés sur le site archéologique de Helgö, en Suède centrale, près de Stockholm. 3 objets du 8e siècle. On a retrouvé une crosse épiscopale en bronze qui vient d'Irlande, épiscopale ou abbatiale. Dans une cabane de ce site. À quelques mètres de là, on a retrouvé une louche ou une cuillère de communion en bronze aussi, en plomb, venue d'Égypte. Et on a retrouvé une petite statuette de Bouddha qui vient probablement du Cachemire. Quand je vous parle d'un monde connecté, vous voyez que cette région de Stockholm est au centre d'un réseau, de plusieurs réseaux de communication. De ce que la revue L'Histoire, il y a quelques années, a appelé une Méditerranée du Nord. Donc on est ici, près de Stockholm. Il y a des routes qui vont vers l'Est, il y a des routes qui vont vers le Nord, vers l'Ouest, vers le Sud. Alors vers le Nord, je ne vais pas détailler, mais il y a plusieurs expéditions qui sont connues vers le Cap Nord et même au-delà pour aller chercher des plumes, pour aller chercher des fourrures, pour aller chercher de l'ivoire de morse. Je ne vais pas détailler ce texte, c'est l'histoire d'un navigateur qui s'appelle Othere ou Ottar, qui est ensuite allé en Angleterre et qui raconte tous ces voyages le long de la mer de Norvège, de l'océan Arctique et de la mer Blanche. Et il trouve donc des gens avec qui il fait du commerce, probablement ce qu'on appelle aujourd'hui des Samis, qu'on appelait autrefois des Lapons. Vers le Midi, il y a des Vikings qui ont passé le détroit de Gibraltar. Ça, on le sait. En 858, par exemple, une expédition assez connue a attaqué d'abord la petite principauté de Nakour, qui était située c'est près de l'actuelle ville de Oujda, à la frontière du Maroc et de l'Algérie. Et donc, comme ailleurs, ils font une expédition. Alors ensuite, nous dit-on, ils vont vers les îles de Majorque et Minorque, et puis vers la Grèce, et ils revinrent dans leur propre pays au bout de 3 années. Alors, c'est extrêmement compliqué, cette histoire du raid de 858-859. On sait qu'ils ont hiverné aussi en Camargue. On n'est pas sûr que ce soit en fait la même bande de Vikings qui était présente pendant ces 3 années. C'est extrêmement discuté. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y aura peut-être des questions là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que pendant cette période, ils ont attaqué la petite ville de Luni, à l'époque Luna, en latin. Donc on est à côté de la Spezia. Et alors là, c'est l'histoire que raconte Dudon de Saint-Quentin, un auteur normand des environs de l'an 1000, qui raconte une légende. Il explique que leur chef s'appelle Alstingus, le plus détestable d'entre eux. Ils sont en Méditerranée et Alstingus dit « Allons à Rome ». Allons à Rome pour piller Rome et la forcer à se soumettre. Et ils arrivent devant une cité appelée Luni. Les dirigeants sont terrifiés. Ils croient que c'est Rome. Et alors, Dudon raconte que Alstingus se cache dans un cercueil, il fait croire qu'il est mort, il demande à être enterré dans la cathédrale, et donc on laisse entrer le cercueil dans la ville. Pendant la nuit, il sort du cercueil, il ouvre les portes. Bon, Dudon de Saint-Quentin lisait Virgile en permanence, c'est son principal modèle. Et dans Virgile, il y a l'histoire du cheval de Troie. Donc, voilà. Vers l'ouest,
Vers l'ouest, ils ont progressé par saut de mouton depuis la Scandinavie vers les îles Shetland et Orcades, les Féroé, l'Islande, le Groenland et l'Amérique du Nord. Particulièrement connue est la colonisation de l'Islande et puis celle du Groenland. Un auteur islandais du début du XIIe siècle, Ari Thorgilsson, raconte qu'un certain Éric le Rouge s'est installé au Groenland et a fait une sorte d'opération de communication pour attirer des colons. Il a appelé la terre qu'il avait découverte le pays vert, Groenland. C'est pas très vert en réalité. C'est moins vert que d'autres régions plus au sud, disons, moins vert que la Normandie. Mais ça fait partie des éléments qu'il a donnés pour faire venir du monde. On a fouillé la ferme d'Éric le Rouge, on l'a fouillé dans la première moitié du XXe siècle. Et il y a eu trois établissements, deux importants, l'établissement de l'Est et l'établissement de l'Ouest. Donc l'établissement de l'Est, comme son nom l'indique, est au sud. L'établissement de l'Ouest est au nord. Et puis il y a un petit établissement intermédiaire. Le nom Est-Ouest vient du fait que, évidemment, quand on vient de Scandinavie, on vient de l'Est, on rencontre d'abord le premier établissement, qu'on appelle l'établissement de l'Est, et on rencontre ensuite l'autre. Ils sont restés là jusqu'au XIVe, XVe siècle, et puis la présence scandinave disparaît à partir, disons, du début du XVe siècle. Des sagas, c'est-à-dire des romans historiques, écrits au XIIIe siècle, racontent que certains navigateurs, en particulier Leif, le fils d'Éric le Rouge, sont allés plus loin, sont allés jusqu'à des pays que les sagas appellent Helleland, Markland, Vinland. Alors pendant longtemps, il y a eu deux écoles. Il y a eu ceux qui disaient ce sont des romans historiques purs et simples, il n'y a aucun fond de vérité, ce sont des récits d'imagination. Et puis il y a ceux qui disaient mais oui, c'est possible, les descriptions qu'ils donnent dans ces sagas sont quand même assez troublantes, sont intéressantes. Et puis dans les années 60, à Lanceau Meadows, donc ici, à la pointe nord de Terre-Neuve, on a retrouvé les traces de 3 maisons construites en tourbe et en motte de gazon, exactement semblables aux maisons construites en Islande, avec des objets, du matériel qui vient de Scandinavie. Donc, nous avons aujourd'hui la preuve que, effectivement, des Scandinaves, des Vikings, c'est-à-dire des Scandinaves qui se déplacent en bateau pour s'enrichir, sont venus jusqu'à Terre-Neuve. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont allés jusque-là ? C'était probablement des Scandinaves installés au Groenland qui avaient besoin d'un produit très important pour eux, qui est le bois. Or, il n'y a pratiquement pas de bois au Groenland, ce sont des arbres rabougris, tandis que sur la côte du Labrador, ici, il y a de grandes forêts. Et donc, plutôt que de retourner en Norvège, ils ont dû se dire allons voir s'il y a quelque chose de l'autre côté. Alors ensuite, on ne peut pas dire qu'ils ont découvert l'Amérique. Ils n'avaient absolument pas conscience du fait que c'était un autre continent, que voilà. Pendant une vingtaine d'années, probablement, donc au début du XIe siècle, ils ont fait des allers-retours entre le Groenland et Terre-Neuve pour aller chercher du bois. Ils ont essayé de commercer avec la population amérindienne. Ça n'a pas marché. Ils se sont battus avec eux. Et finalement, ils n'ont pas trouvé cette terre très intéressante. Et donc, au bout de 20 ou 30 ans, les allers-retours se sont arrêtés. Vers l'Orient, enfin. Vers l'Orient, alors en Orient, les Vikings, on les appelle Rousses.
c'est le mot qui a donné russe en français aujourd'hui. Ça vient probablement d'un mot finnois, ruotsi, qui voulait dire les rameurs, ou peut-être d'un mot norrois, roa, qui veut dire ramer. On les appelle aussi les varegs. Les varegs, ça vient du norrois, probablement du norrois vaeringar, qui veut dire ceux qui s'associent par serment. Ce sont les noms qu'on leur donne dans les sources grecques et arabes de l'Europe de l'Est. Et effectivement, ils naviguent le long des fleuves russes. Un site archéologique intéressant dans le nord de la Russie actuelle, près de Saint-Pétersbourg, c'est le site de Staraya Ladoga, qui est très intéressant parce qu'on a retrouvé beaucoup d'objets organiques, des chaussures, du cuir, des tissus. Leur installation date dans cette région-là du milieu du 8e siècle, les environs de 750. Ils y allaient principalement pour faire du commerce, là encore, au départ. Et puis, ils s'engagent comme mercenaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la garde varègue des empereurs byzantins. Alors, quand on fouille en Suède, près de Stockholm, à Birka par exemple, eh bien, on retrouve des costumes qui ressemblent plutôt à ça. Voilà une reconstitution faite par l'archéologue Sarah Croix à partir des fouilles de Birka. Voilà à quoi ressemblait un viking oriental des environs de l'an 1000. Et d'ailleurs, quand on représente un vareg dans un manuscrit byzantin de la même époque, ben ça correspond à ce qu'on retrouve dans les tombes, à l'habillement des vikings dans les tombes de Birka. Vous voyez, on dirait un cosaque, plutôt que... En tout cas, il n'a pas de casque à cornes, hein, là encore, aucun doute. Dernier point, y a-t-il eu une diaspora viking ? Qu'est-ce que c'est qu'une diaspora ? C'est des gens, des populations qui ont un fond culturel commun, qui viennent d'un même pays, mais qui se retrouvent dispersés dans des lieux très différents, qui s'intègrent chacun à leur manière dans les pays où ils s'installent, mais qui continuent à conserver un certain nombre de traits culturels qui les rapprochent les uns des autres à travers la diversité des pays où ils sont installés. Donc, ils sont dispersés depuis un territoire original pour, à la recherche de travail, de commerce, d'opportunités de vie. C'est ce qu'ont fait les Vikings. Ils ont gardé des mythes au sujet de cette terre d'origine. Ils racontent des histoires sur cette terre d'origine. Parfois, ils reviennent au pays ou alors ils maintiennent des contacts entre eux à travers tous les pays où ils sont installés. Ils ont une conscience commune. Ils sentent un devoir de solidarité entre eux éventuellement. Bon, ça, les Vikings, pas trop. On peut oublier cet aspect-là. Ils ont, avec les sociétés d'accueil, des relations troublées et complexes, mais ils peuvent développer une vie culturelle qui enrichit les sociétés d'accueil. Ils n'ont pas une culture commune. Ils ont chacun, dans les pays où ils sont installés, une culture différente. Mais il y a quand même des choses en commun. Alors, parmi les choses en commun, je vais vous en montrer 3. Les runes. Cet alphabet créé au début de notre ère sur les bords du Rhin, qui est une adaptation de l'alphabet latin pour écrire les langues germaniques. Le vieux norrois est une langue germanique. Et donc ces runes, ce sont des caractères assez anguleux, hein, c'est fait pour graver sur pierre, graver sur bois, graver sur os. Eh bien, ces runes, on les retrouve, alors je vous l'ai dit, beaucoup en Suède, mais on en retrouve aussi dans toutes les régions où des Vikings se sont installés. Alors voilà une pierre runique classique en Suède qui dit « Danr, Huskar et Svein ont fait ériger cette pierre en mémoire d'Ulfriker, le père de leur père. » Il a pris 2 tribus en Angleterre. Ça veut dire qu'il est allé 2 fois en Angleterre et il est revenu avec de l'argent. Il faisait partie d'une expédition viking. Que Dieu et la mère de Dieu aident l'âme du Père et du Fils. Donc, Danr, Huskar et Svein, on est au XIe siècle, ils étaient chrétiens. Et ils étaient convertis au christianisme et ils demandent à Dieu et à la Vierge Marie de prier
pour leur grand-père et pour leur père. Les runes, ça sert à plein de choses. C'est fait pour graver. Voilà, à Bergen au XIIIe siècle, après l'époque viking, on continue à utiliser ces runes pour ce qu'on appelle des bâtons à runes. C'est des sortes de reçus qu'on donne contre des marchandises. Ici, généralement, des ballots de laine. Il y en a certains de bâtons à runes avec des messages d'amour, des amoureux qui se font passer des petits messages. Voilà. C'est des textes courts en runes, parce qu'on grave, donc je veux dire, on ne peut pas non plus mettre des textes très très longs. Côte nord-ouest du Groenland, on a retrouvé cette pierre, la pierre de Kingitorsuaq. Je ne connais pas la langue inuit, donc je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Mais à cet endroit, dans le nord-ouest du Groenland, on a retrouvé cette pierre que, visiblement, des Scandinaves ont laissée. Erlinger, fils de Sigvader, et Bjarne, fils de Thordarder, et Henridi, fils d'Aus, le samedi avant le jour des rogations. Donc, les rogations, c'est à l'époque de l'ascension, c'est au moment de l'ascension, ont érigé ce tumulus et ont chevauché, et puis la pierre s'arrête. Donc, c'est sur une tombe, probablement. Là encore, évidemment, au XIIe, XIVe siècle, ils sont chrétiens, ils parlent des rogations. Donc voilà, à l'ouest, pierre runique. Où est-ce qu'on trouve des runes ? On trouve des runes, si vous allez à Venise, à l'arsenal de Venise, il y a un lion. Un lion qui, à l'origine, était au Pirée, à Athènes. Mais quand les Vénitiens ont pris Athènes au XIIIe siècle, ils ont déplacé le lion dans leur arsenal à Venise. Et sur la jambe droite, sur la patte droite, la cuisse droite là, du lion, il y a des runes, ici. Il y a un viking qui a mis son nom sur un lion à Athènes. Et aujourd'hui, il est à Venise. À Constantinople, à Istanbul, dans la basilique Sainte-Sophie, il y a un viking qui a écrit « Halfdan a fait ses runes ». Voilà. C'est le touriste qui écrit un petit graffiti. Voilà. À travers toute la diaspora viking, vous voyez, on continue à utiliser les runes. Dernier exemple de runes. L'église de Bridekirk, dans la Cumbria, donc nord-ouest de l'Angleterre, près de la frontière écossaise. 12e siècle. Donc, vous voyez, toujours après l'époque viking. On continue à utiliser les runes. Donc, c'est dans une église. Et c'est le seigneur local qui a patronné l'église, qui a donné l'argent pour décorer l'église, et peut-être même la construire. Richard m'a fait et m'a donné cette splendeur. En runes. Deuxième exemple, les noms de personnes. Dans les diasporas, à travers les différents pays, on utilise souvent les mêmes noms. Et les noms reviennent. Donc il y a des gens qui portent des noms semblables à travers toutes les régions où se sont installés les Vikings. Mais il y a très souvent dans les diasporas l'usage de 2, voire 3 noms. Par exemple, avoir un nom dans la famille et un autre nom quand on sort de la famille et qu'on interagit avec le reste de la société. C'est très présent aujourd'hui, par exemple, dans les diasporas vietnamiennes, chinoises. Donc des gens qui ont des noms doubles. Le grand roi danois du XIe siècle, Knut le Grand, s'appelait aussi Lambert, c'était son nom de baptême. On a un roi suédois qui s'appelle Önundur, mais qui s'appelle aussi Jacques, c'est son nom de baptême. On en a un que j'aime bien, qui s'appelle Haraldur Mstislav Theodor Fyodor. Alors son nom scandinave, c'est Haraldur, mais c'est un prince qui est installé dans la région de la Russie actuelle. Donc il a un nom slave, il s'appelle Mstislav. Et il est chrétien orthodoxe. Donc il a un nom grec, Théodore. Et Théodore en russe, ça devient Fyodor. Donc il a ces 4 noms en même temps. Et selon les lieux où il est, à l'église, il s'appelle Théodore. Mais quand il va voir sa famille en Scandinavie, il s'appelle Haraldur. Mais avec sa femme et ses enfants, il s'appelle Mstislav. Voilà. Il y a aussi des noms scandinaves qu'on traduit. Par exemple,
Hrólfur, quelqu'un qui s'appelle Hrólfur. Eh ben, s'il s'installe en Allemagne, il va s'appeler Rodulf. S'il s'installe dans le sud de la Gaule, il s'appelle plutôt Rodolphe. Dans le nord de la Gaule, il va s'appeler Raoul. C'est le même nom. Édouard peut devenir Jadvarður. C'est un nom anglo-saxon. Et Adweard. En français, ça devient Édouard. En norrois, ça devient Jadvarður. Et puis, on peut avoir des transferts de noms de personnes d'une langue à l'autre. Par exemple, le nom scandinave Helgi pour les hommes ou Helga pour les femmes. En russe, ça devient Oleg pour les hommes ou Olga pour les femmes. Simplement une autre manière de prononcer le même nom dans une autre langue. Vladimir, au contraire, qui est un nom d'origine slave cette fois-ci, est adopté dans le monde scandinave et devient Valdemar. Alors, si on prend par exemple Knut le Grand roi des Anglais et des Danois, l'un des plus grands chefs vikings, Knut le Grand avait pour père Sven Barbefourchu, pour grand-père Harald à la dent bleue, arrière-grand-père Gorm l'Ancien et Thyra, mais sa grand-mère paternelle était slave. C'était la fille d'un prince des Abodrites. Les Abodrites, c'est un peuple slave du nord-est de l'Allemagne actuelle. Sa mère était polonaise. Son grand-père maternel était polonais. Sa grand-mère maternelle était tchèque. Et donc, son arrière-grand-père était tchèque. Plus de la moitié de son ascendance n'était pas scandinave. Le plus grand roi viking de tous les temps était aux 2/3 slave. Et il s'appelait Lambert en plus, à l'église. Il a épousé 2 Anglaises par ailleurs. Il n'a pas épousé une Scandinave. Il a épousé une Anglaise du Nord d'abord et puis ensuite une Normande, Emma. Voilà un deuxième exemple de trait culturel partagé. Et je termine par un troisième exemple de trait culturel partagé. Ça va peut-être vous surprendre, mais l'un des traits culturels les plus partagés parmi les Vikings, c'est le christianisme. Voilà un pendentif en argent retrouvé à Birka. Voilà un objet que j'aime beaucoup. C'est un moule en stéatite, c'est de la pierre, une sorte de pierre à savon, très facile à travailler, qui a été retrouvé au Danemark, ça date du Xe siècle, et l'orfèvre qui l'utilisait pouvait fabriquer des petites croix et des marteaux de Thor, avec le même objet, des objets païens et des objets chrétiens. C'est un commerçant, hein. Il faisait ce que ses clients lui demandaient. On a retrouvé sur des individus les deux en même temps, dans des tombes, des individus qui portaient à la fois une croix et un marteau de Thor. Les Vikings, au départ, les Scandinaves sont polythéistes. Ajouter un dieu de plus, ce n'est pas un problème pour eux. Et progressivement, après avoir ajouté le Christ, la Trinité, la Vierge Marie, parce que le christianisme médiéval, par ailleurs, c'est un monothéisme un peu, disons, un peu ouvert. Hein. Il y a plein d'autres êtres surnaturels que l'on peut invoquer. Donc ajouter tous ces êtres surnaturels, puis peu à peu évacuer les êtres surnaturels de la religion traditionnelle pour les remplacer par Dieu et les saints, ça n'est pas si compliqué que cela. Et donc, quand on regarde la date de conversion des principaux chefs scandinaves de l'époque, eh bien on se rend compte que, alors Anvers, c'est des chefs scandinaves qui se sont convertis à l'étranger, à la cour d'un roi étranger. Ils sont allés à la cour d'un roi étranger qui se sont fait baptiser. En bleu, vous avez des chefs scandinaves qui se sont installés à l'étranger, qui ont conquis une principauté par exemple, et qui se sont fait baptiser dans le lieu où ils s'étaient installés. Et puis en rouge, ce sont des chefs scandinaves qui sont restés en Scandinavie et qui se sont convertis en Scandinavie. Donc ça, ce n'est pas des Vikings. C'est des gens qui sont restés chez eux.
C'est des Scandinaves qui ne sont pas des Vikings. Les Vikings sont devenus chrétiens avant les Scandinaves. Les Vikings, c'est-à-dire les Scandinaves qui sont partis en voyage, sont devenus chrétiens avant les Scandinaves qui n'ont pas bougé. C'est logique. Ils sont partis en voyage, ils ont rencontré le christianisme, ils ont adopté les divinités des régions où ils allaient. Harald à la dent bleue, ce chef, ce roi danois, qui n'est pas un viking, lui, ce roi danois du Xe siècle, est le premier roi scandinave en Scandinavie dont on sait qu'il s'est converti au christianisme. On le sait par une pierre très célèbre, la pierre de Jelling, sur laquelle il a fait représenter le Christ. Alors un Christ représenté à la manière scandinave, avec des entrelacs. Ici, un cerf. Le cerf est un animal qui symbolise le Christ dans la symbolique médiévale. Et au dos, donc il y a 3 faces de cette pierre, et sur la 3e face, il a fait écrire « Le roi Harald a ordonné de faire ce monument à la mémoire de son père Gorm, qui était païen, et de sa mère Tyre, qui était païenne, mais lui, il est chrétien. Ce Harald qui a gagné pour lui tout le Danemark et la Norvège et qui a fait des Danois des chrétiens. » Alors ce Harald à la dent bleue, vous le connaissez, sans le connaître, parce que donc c'est ce roi qui aurait connecté le Danemark au reste du monde, et les inventeurs d'une technologie bien connue pour connecter ont donné son nom à ce qu'on appelle le Bluetooth, la dent bleue. Il y a des cultes qui se répandent à travers toute la diaspora viking. Le culte de Saint Clément, par exemple. Saint Clément, c'est un pape du début du IIe siècle de notre ère, dont le martyr il aurait été martyrisé en Crimée, noyé. Et donc, il y a une église Saint-Clément en Crimée. C'est logique. Et depuis la Crimée, le culte de Saint-Clément s'est répandu dans toute la diaspora viking. Et il y a des églises Saint-Clément, alors il y en a beaucoup des églises Saint-Clément aujourd'hui, mais à travers des églises Saint-Clément dont on connaît l'existence dès le XIe siècle. À Kiev, l'église de la Dîme, qui aujourd'hui n'existe plus, était dédiée à Saint Clément. Donc depuis la Crimée, on va vers Kiev, c'est logique, on remonte vers le nord. À Oslo, il y avait une église Saint Clément qui montre que le culte s'était répandu jusqu'au nord, jusqu'à la Norvège. Et à Londres, il y a une église Saint Clément dont le nom est intéressant, St. Clement's Danes, Saint Clément des Danois. Une église qui a probablement été fondée par des Scandinaves installés en Angleterre, des marchands scandinaves, qui ont importé avec eux le culte de Saint Clément. Voilà, j'en ai terminé. L'image des Vikings, je l'espère, n'est plus celle-là pour vous. C'est une image révolue aujourd'hui. J'espère aussi qu'elle n'est pas nécessairement celle qu'on trouve dans d'autres clichés qui ont remplacé celui-ci de cliché, mais des clichés souvent tout aussi faux. Les clichés qu'on trouve dans la bande dessinée, pensez à la bande dessinée Torgal, qu'on trouve dans des séries télévisées comme The Last Kingdom, dans des séries télévisées comme Vikings, dans des jeux vidéo, dans des parcs d'attractions. Ici, c'est le Puy du Fou. Il y a un immense parc d'attractions en Norvège qui est en train d'être construit. Je crains terriblement ce qui peut en advenir. Attention à ne pas se contenter d'éliminer ce cliché-là, mais aussi d'interroger, de questionner tous ces clichés-là. Pour terminer, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille quelques lectures. Peut-être le livre moi que je préfère sur les Vikings, c'est un livre dont j'ai écrit la préface, c'est un historien américain d'origine suédoise, Anders Winroth, Au temps des Vikings, qui existe maintenant en poche en plus, qui est très bien, qui permet de voyager à travers le monde des Vikings.
Il y a un numéro du magazine L'Histoire que j'ai eu le plaisir de coordonner il y a quelques années, en décembre 2017. Il y a aussi un numéro de la revue Dossier d'archéologie, qui est très bien, qui est plus récent, qui a un peu plus de 2 ans. Si vous vous intéressez à la conversion des Vikings au christianisme et à la manière dont le phénomène viking s'est terminé, lisez le livre de Stéphane Covio. Il y a aussi 2 livres de mon collègue de Caen, Pierre Bauduin, que je vous conseille. Un tout petit livre très bien fait dans la collection Que sais-je, qui s'appelle Les Vikings, et un très gros livre, très épais et très documenté, intitulé Histoire des Vikings, des invasions à la diaspora chez Talandier. Et puis, dernier petit conseil pour les plus jeunes d'entre nous, ce sont 2 documentaires pour lesquels j'ai été sollicité pour faire l'expertise. Et les autrices qui ont réalisé les textes ont vraiment tenu à ce qu'une exactitude historique soit le plus possible respectée. Alors pour les plus jeunes, à partir de 6 ans, ce livre dans la collection Mes petites questions chez Milan. Et puis une bande dessinée pour préados, disons, à partir de 8 ans, Les Vikings, une fratrie à l'aventure. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai été beaucoup trop long, mais j'attends avec plaisir vos questions.